Luc Oui. Chrétien, je suis le responsable du groupe Biodiversité, Aménagement et Nature en Ville au CEREMA à Metz. Et je vais vous présenter notre projet Sésame relatif aux services écosystémiques rendus par les arbres, modulés selon les stances. C'est un projet qui est en cours et j'insisterai particulièrement sur la contribution du projet par rapport aux questions de qualité de l'air. Donc, dans le cadre du projet Sésame, on s'intéresse en particulier aux services écosystémiques rendus par les végétaux. Ces services écosystémiques sont nombreux et tendent à être de mieux en mieux connus et on l'espère de mieux en mieux pris en compte dans l'aménagement du territoire. Entre autres, on s'intéresse au rafraîchissement du climat urbain, hein, qui est un des principaux services attendus des végétaux dans la situation actuelle avec l'évolution climatique. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. La régulation de la qualité de l'air, les arbres contribuant à absorber des polluants gazeux et servant au dépôt de particules fines sur leur surface de leurs feuilles en particulier. Les arbres, bien entendu, participent au paysage et au cadre de vie. Ça a longtemps été leur fonction principale, en tout cas la principale qui était vue. Ils contribuent aussi, pour leur part, à stocker du carbone. Leur système racinaire joue un rôle également très important. Il va contribuer à stabiliser des pentes ou bien à réduire l'érosion en superficie. Par ailleurs, donc, les arbres contribuent aussi à réduire le ruissellement. Ils interceptent la pluie par leur feuillage et ils absorbent l'eau par leurs racines. Enfin, on s'intéresse aussi à un service qui a été longtemps négligé, en tout cas dans le milieu urbain, c'est l'alimentation des êtres humains. Donc, l'ensemble de ces services, vous voyez, et on ne les évoque pas tous ici, constituent un panel de services que rendent les végétaux en ville. Certains sont beaucoup plus connus que d'autres. On pense en particulier au rafraîchissement du climat urbain, hein, qui est un sujet vraiment d'une forte actualité, mais tous ces services, en fait, jouent un rôle important et méritent d'être mieux connus pour valoriser le végétal dans nos milieux urbains. Dans ces âmes, on s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses dont je ne parlais pratiquement pas aujourd'hui, en particulier les contraintes posées par les végétaux, hein, liées à leurs racines, à leurs dimensions, etc. Au départ du projet, on avait les attentes de la ville de Metz, qui est notre principal partenaire sur le projet, et qui nous a demandé de mener une démarche d'étude et de sensibilisation sur le rôle des végétaux en matière de régulation des polluants. Mais par ailleurs, et de par nos études antérieures, nous avions la volonté de mener des études sur d'autres services écosystémiques rendus pour véritablement avoir une approche multithématique et aborder un panel de services. Donc, on se rend compte aussi très vite quand on examine le sujet que les espèces d'arbres sont très différentes sur le sujet et que leur capacité à rendre tel ou tel service est très très variable selon l'individu bien sûr, mais aussi selon l'espèce. Donc on s'est lancé dans ce projet qui répondait à une problématique de société actuelle basée sur une démarche scientifique avec une visée tout à fait opérationnelle qui était finalement d'aider les gestionnaires dans leur projet de végétalisation. Quelques principes de base de ce projet. D'abord, on défend l'idée que les choix de végétalisation font partie de la conception du projet. Trop souvent encore maintenant, la végétalisation arrive à la fin de la phase de conception, dans une logique surtout espace vert et esthétique. Or, on estime que finalement, les services rendus, les services attendus, doivent être intégrés dès le départ à l'équation de la conception d'un projet. Deuxième sujet, tous les services écosystémiques méritent d'être pris en considération, mais dans un projet, certains services écosystémiques peuvent constituer une priorité. Par exemple, quand on est au cœur d'un îlot de chaleur urbain, l'effet de rafraîchissement peut être avant tout recherché. Quand on est à proximité d'un cours d'eau ou sur une trame verte, ça peut être plutôt de favoriser le rôle de support de biodiversité de cette végétation. Autre postulat, la diversité des espèces fait partie de la réponse. C'est-à-dire que tout notre travail vise surtout à ne pas identifier une espèce miracle, mais à identifier la diversité des végétaux comme pouvant être la solution. Partant de là, donc on est parti sur un projet d'aide à la conception qui est forcément un outil territorialisé, puisqu'en matière de végétation, on parle du vivant, hein, Marseille, Valenciennes et Brest ou Metz ne sont pas équivalents. En ce qui concerne la qualité de l'air, ce sera peut-être un rappel pour certains, mais les végétaux participent à la régulation de la concentration de certaines substances polluantes dans des proportions très variables. On y reviendra, ça dépend de la configuration du site et de la plantation, de la manière dont les végétaux sont traités, et ça dépend des types de polluants et des traits des végétaux.
De manière très schématique, deux phénomènes sont à l'œuvre. D'une part, un phénomène qui est purement mécanique, qui est le dépôt en surface des particules fines. Ces particules fines se déposent sur toutes les parties de l'arbre, comme d'ailleurs sur tous les éléments du paysage, mais en particulier sur les feuilles, qui représentent une surface de contact extrêmement importante avec l'atmosphère. De manière générale, là aussi, on peut dire que le dépôt en surface des particules fines est plus efficace sur les végétaux persistants d'abord et sur les résineux en particulier. L'absorption des polluants gazeux, c'est un phénomène qui est plus lié à la physiologie directement de l'arbre, avec donc l'absorption des polluants gazeux par les stomates. Les stomates sont ces organes sur la feuille qui permettent à l'arbre d'échanger des gaz avec le milieu extérieur. Et là aussi, ces polluants gazeux vont être diversement absorbés par les végétaux. Alors, ces effets sont avérés, on les connaît bien. Il faut quand même prendre quelques précautions quand on aborde le sujet, c'est que ces effets sont sans commune mesure avec les émissions humaines. Autrement dit, une politique d'amélioration de la qualité de l'air ne peut reposer sur la végétalisation. La végétalisation, bien sûr, va y contribuer, mais c'est avant tout la diminution à la source des polluants qui va compter. Dans le cadre d'une étude menée à Strasbourg en 2016, on a quantifié les taux de polluants fixés ou absorbés par les végétaux à l'échelle de l'agglomération de Strasbourg. Donc, vous les avez ici, hein, ce sont des chiffres qui sont relativement bas, mais il faut aussi émettre une autre réserve, c'est que ces données sont valables à l'échelle de l'agglomération, à une échelle très locale. Les choses peuvent se passer différemment, il y a de nombreux facteurs à intégrer, la forme des arbres, la forme du bâti, la circulation de l'air, les effets barrières, les émissions de CO2 peuvent notablement modifier cet état de choses à une échelle très très locale. Donc en tout cas, à retenir, c'est que si les végétaux contribuent à la réduction, à l'amélioration de la qualité de l'air, hein, ils n'y contribuent pas d'une manière magique et il faut aussi chercher d'autres solutions. Globalement, par rapport à notre projet Sésame, la démarche de l'étude est la suivante. Nous avons étudié un certain nombre de services écosystémiques, de contraintes, je cite ici par exemple le caractère allergisant des végétaux, et des contraintes physiques comme les racines superficielles ou la présence d'épines, etc. Et pour chaque espèce étudiée, à travers la bibliographie et les bases de données, on a essayé de rendre compte, de qualifier chaque espèce pour, en fait, en quelque sorte, dresser sa carte d'identité par rapport à l'ensemble de ces problématiques. Une originalité du projet aussi, c'est que nous doublons cette analyse bibliographique et base de données par des échanges avec les services des collectivités qui ont aussi un retour souvent très intéressant, alors peut-être moins en termes de services écosystémiques rendus, mais en tout cas par rapport aux contraintes auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Les produits finalement de ce travail, c'est d'une part des fiches espèces, une fiche qu'on a voulu aussi visuelle que possible qui caractérise chacune des espèces étudiées, et un outil d'aide à la conception qui permet à un élu ou à un aménageur ou à un citoyen de réfléchir à la gamme d'espèces les mieux adaptées à un projet de végétalisation donné. L'originalité de la démarche, donc, comme je l'ai dit, c'est la confrontation en fait de la base de données à partir de données scientifiques avec des retours de terrain des services techniques des collectivités, en particulier pour ce qui concerne le paysage et l'agroécologie et les contraintes posées par les végétaux. En matière de paysage, dans chacune des collectivités que nous étudions, nous définissons en relation avec les services locaux un certain nombre de types paysagers qui vont être parfois des types assez standards, hein, comme les stationnements, et parfois des types beaucoup plus liés à la culture et à l'organisation du territoire local. Et pour chacun de ces espaces, on définit une série d'espèces emblématiques adaptées en fait à ce type d'aménagement. En ce qui concerne les services écosystémiques de régulation, je mets là-dedans la qualité de l'air, mais aussi la régulation quantitative de l'eau ou bien euh, la régulation climatique. Nous avons travaillé par une approche par comparaison de traits favorables à chaque service. C'est-à-dire que nous avons défini par rapport à la bibliographie existante, les caractères favorables ou défavorables à ce que une espèce donnée remplisse tel ou tel service écosystémique, en l'occurrence la fixation ou l'absorption des polluants. Donc, vous avez ici une partie des critères utilisés par rapport à la qualité de l'air, le caractère persistant des végétaux, la rugosité des feuilles, le caractère conifère ou feuillu, la hauteur de l'arbre et la largeur du pied, hein, de données qui vont renseigner sur la surface foliaire de l'arbre.
les longueurs minimum et maximum des feuilles, le port de l'arbre, la forme des feuilles et la densité du feuillage. Et à partir de là, nous avons utilisé une méthode de comparaison multicritère Electre pour finalement qualifier chaque espèce par rapport à ce service rendu. Vous avez ici donc des données pour deux espèces, hein, à titre d'exemple, qui nous permettent de caractériser. Alors, ça nous donne une note sur 10, hein, par exemple pour le boulot en matière de régulation des polluants gazeux ou des polluants particuliers, donc une valeur de 8 ou de 4. Et même chose pour le pin sylvestre. Il est bien entendu que ces valeurs doivent être prises avec une certaine réserve, en ce sens qu'elles ne servent qu'à comparer des espèces l'une par rapport à l'autre. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question de quantitatif dans cette approche. Ce qu'on peut dire, par exemple, ce qu'on peut dire ici, c'est que le pin sylvestre, il est plus efficace que le bouleau, par exemple, pour les polluants particuliers. Mais la méthode ne permet pas de quantifier la quantité de polluants fixés ou absorbés. Le résultat, donc, c'est une fiche descriptive par espèce. Hein, comme je vous l'ai dit, donc, ça dépasse largement la question de la qualité de l'air. On essaie de caractériser chaque service rendu, chaque contrainte. Alors, c'est difficile parce que dans certains cas, on est sur des données quantitatives. Dans d'autres cas, on est sur des données totalement qualitatives, comme par exemple pour le paysage et le cadre de vie, mais aussi par exemple pour la biodiversité. Alors, ce qui est intéressant aussi à l'issue de ce travail, c'est que finalement, on n'a pas d'espèce miracle qui coche toutes les cases. Et ouf, on s'est dit finalement, on n'a pas fait tout ça pour rien, puisque c'est vrai que on défend vraiment l'idée que à un contexte donné, certaines espèces vont être adaptées et d'autres non. Alors, le résultat, c'est que c'est aussi la mise en place d'une application d'aide à la conception. Elle est schématisée ici. On identifie par exemple un type paysager. Ici, on est sur un alignement de bord de rue. Quels sont les services qu'on va privilégier? Donc, vous voyez ici que l'utilisateur, par exemple, ici va choisir de privilégier la biodiversité et la régulation climatique. Et quelles sont les contraintes à éviter? Donc, on veut par exemple ici éviter un pollen qui soit allergisant et éviter des racines qui soient dommageables pour les aménagements de surface. On en déduit une liste d'espèces proposées, qui n'est évidemment pas une formule magique. Hein. Ça résulte de, de l'étude des données qu'on a identifiées. Et cette liste d'espèces, elle est présentée de manière non hiérarchisée, hein, c'est-à-dire que on le fournit vraiment comme un panel d'espèces utilisables, d'arbres et d'arbustes. On est en train, dans une deuxième version de Cézanne, de transformer la feuille Excel, hein, qui sert à cette application d'aide à la conception en un outil web qui va sortir pour la fin du premier semestre 2023. Quelques applications, alors je ne vais pas vous expliquer et vous lire ça en détail, mais on a déjà un certain nombre de retours sur des aménagements. Par exemple, ici, vous avez un aménagement de cours d'école. Hein, donc, ici, on est dans l'agglomération de Metz. Et on a une cour d'école qui était entièrement minéralisée, dans laquelle des aménagements, une végétalisation a lieu. Une première étape, il y en a une deuxième qui est prévue dans peu de temps, avec aussi une, un, une, pardon, une gestion de l'eau qui va être différente, qui va permettre d'alimenter ces plantations, et donc un espace qui va gagner en qualité du point de vue climatique en particulier, mais aussi du point de vue paysager et on espère aussi d'éducation à l'environnement. Deuxième exemple, l'espace test Sésame. Donc ça, c'est une initiative de la ville de Metz avec un financement de l'appel à projet Train verte et bleue et la participation de l'Atmo Grand Est. Donc ici, on est sur une partie très passante, hein, entre le croisement de deux grands boulevards de l'agglomération de Metz, avec un espace qui était engazonné, donc qui a été végétalisé avec des espèces donc qui ressortent des premières études qui avaient été faites pour Sésame. Et donc, on a implanté un certain nombre d'espèces pour lesquelles des suivis vont être réalisés, suivi de la concentration dans l'air de dioxyde de carbone et de particules fines, et des analyses foliaires qui vont permettre d'évaluer la concentration en métaux lourds et en hydrocarbures aromatiques polycycliques, avec également un suivi de la faune et de la flore, en particulier de l'entomofaune. Donc c'est quelque chose qui a commencé maintenant depuis un an, en ce qui concerne les mesures. Donc évidemment, il n'y a pas encore véritablement de résultats. Le bureau d'études Biomonitor, un de nos partenaires, est impliqué dans ce suivi. Autre application, donc dans le cadre du projet Appel d'air,
financé par Atmo Grand Est, enfin par le fonds de dotation R plus précisément, et avec un complément de financement de la métropole du Grand Nancy, nous avons étudié finalement quelle pouvait être la contribution des bases de données de gestion du patrimoine arboré pour intégrer les services de régulation de la qualité de l'air. Le CEREMA, là aussi, s'est associé à Biomonitor pour mener cette étude. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça n'est pas l'objet, mais on a essayé de voir un petit peu dans quelle mesure une base de données de gestion pouvait fournir des données utilisables pour le suivi en fait de la contribution des végétaux à la qualité de l'air. On envisage de vous présenter cette étude-là dans le cadre d'un prochain pitch équivalent à celui d'aujourd'hui. Sur notre projet donc Sésame, l'étude a été menée dans un premier temps sur Metz comme territoire, je dirais, expérimental entre 2017 et 2019. On a de nombreux développements qui sont en cours. Vous voyez ici à l'écran la ville de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a aussi le département des Bouches-du-Rhône, les villes de Libourne, d'Angoulême et quelques autres. Donc d'une part, on a des développements territoriaux de Sésame, des déclinaisons en quelque sorte, qui ont lieu sur ces territoires avec des listes d'espèces personnalisées, évidemment. On n'utilise pas les mêmes espèces à Libourne et à Metz. Des approches paysagères qui sont personnalisées, des services considérés qui vont être différents, des contraintes aussi différentes. Par exemple, en Méditerranée, dans les Bouches-du-Rhône, on aborde aussi la question de la sensibilité à l'incendie, qu'on n'a pas abordé encore en région Lorraine. Et ça repose à chaque fois sur un groupe de travail local qui va décliner le travail un petit peu différemment par rapport aux contraintes et aux spécificités du territoire. Parallèlement, nous avons mené une démarche approfondie sur Metz, qui va se terminer en début d'année prochaine. On a étudié cette fois environ 300 espèces, des cultivars, un certain nombre de nouveaux services écosystémiques, de nouvelles contraintes et aussi cette interface web qui est en cours de développement dont je vous ai parlé à l'instant. Et vous trouvez l'actualité de ce projet sur l'adresse email que je vous ai mis, l'adresse internet que je vous ai mise sur cette dernière page. Et j'en ai terminé pour cette présentation. Je suis tout à fait à votre disposition, si vous le souhaitez, pour répondre à des questions. J'espère que vous m'avez bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Chrétien. Oui, on vous a bien entendu. Alors, je vais voir si on a des questions. Il y a une main levée, je crois. Je ne vois pas de questions. Ah si, si. Ben, je vais laisser Jérôme parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Jérôme Le Pen, donc responsable de l'unité modélisation d'Atmo Grand Est. J'avais une question par rapport à la base de données qui a été créée. Est-ce qu'elle contient des éléments quantifiés sur les densités foliaires par type d'espèces de végétation? Alors, on a effectivement caractérisé l'ensemble des critères que je décrivais tout à l'heure par rapport à la végétation, donc des données quantitatives, oui, qui nous permettent d'évaluer la surface foliaire. Oui. Ok, parce que on travaille avec certains outils qui permettent, alors c'est un peu exploratoire, mais en tout cas de travailler à l'évaluation de l'impact de la végétation sur la dispersion des polluants. Et parmi les éléments qui sont nécessaires pour alimenter le modèle, il y a ces notions de densité foliaire. Donc, on a aussi des valeurs en mètres carrés de surface foliaire par mètre cube de végétation. Et donc, voilà, ce sera intéressant qu'on puisse disposer de ces informations-là pour, selon le type de végétation qui est implanté, pouvoir alimenter nos outils. Oui. Alors, une réserve quand même qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, nous, on travaille sur un arbre idéal, en quelque sorte. On ne travaille pas sur des individus identifiés sur le territoire, mais sur le potentiel de développement d'un arbre. Donc, c'est une donnée qui est théorique, tout à fait utilisable, hein, mais qui rend pas compte de la diversité des situations qu'on peut retrouver évidemment sur le territoire. Ouais. Ok, merci. Alors, j'ai une autre question. Donc, est-ce que le projet Sésame mis en place ou sera mis en place dans d'autres régions de France? Et après, j'ai une question qui est similaire, c'est est-ce qu'il va être reproduit ailleurs qu'à Metz? Alors, on est en train de le reproduire dans sa première version ailleurs qu'à Metz, comme je vous l'ai dit,
Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sur ces deux territoires, c'est pratiquement terminé. À Libourne, à Angoulême, dans le département des Bouches-du-Rhône, aussi dans l'Est mosellan, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, dans la partie plus continentale du département de la Moselle. Ça, ce sont des déclinaisons en quelque sorte. Et on peut encore continuer à le développer par ailleurs. Alors maintenant, on est aussi limité par les équipes CEREMA, hein, qui sont pas non plus, qui se comptent pas non plus en milliers de personnes sur ces questions. Et on est en train de réfléchir à d'autres modes éventuellement de dissémination si le processus se continue. En tout cas, le site internet, le site web qui va être créé pour Metz, que j'évoquais tout à l'heure, il va être dimensionné pour héberger ensuite d'autres territoires. C'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois, la base de données est un petit peu différente. Par exemple, les données métriques sur un végétal ne sont pas forcément très différentes d'un territoire à l'autre, hein, au degré de précision auquel on travaille. Mais certaines données liées au paysage vont être très différentes d'un territoire à l'autre. Certaines données de biodiversité, en particulier la notion d'espèces locales ou pas, va être différente d'un territoire à l'autre. Et aussi, et surtout, le panel d'espèces sur lesquelles on va travailler. Donc, on a étudié environ 400 espèces en tout jusqu'à présent. On en a 250 sur lesquelles on travaille sur Metz et sur les autres territoires, c'est entre 100 et 200, puis avec une liste qui à chaque fois va être un petit peu différente. En ce qui concerne le développement sur les Bouches-du-Rhône, on travaille en lien très étroit avec l'INRAE, qui est partie prenante du projet, pour travailler sur un panel d'espèces nouvelles, puisque évidemment en zone méditerranéenne, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des espèces plus adaptées à l'évolution du climat. D'accord, merci de votre réponse. Alors, j'ai une autre question. Donc, en introduction, vous avez parlé des arbres fruitiers. Certains ont-ils été identifiés dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air en ville? Excusez-moi, je crois que j'ai pas bien entendu la question. Alors, c'est Jean-Luc Savely qui vous pose une question. Il écrit en introduction, vous avez parlé des arbres fruitiers. Certains ont-ils été identifiés dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air en ville? Alors, c'est des services écosystémiques qu'on a étudiés de manière différente. Le fait de fournir de l'alimentation, qui est un sujet pas aussi simple qu'on pourrait le croire, et la contribution à l'amélioration de la qualité de l'air. Là, j'avoue que j'ai pas en tête le croisement entre les deux pour vous dire quels sont les arbres fruitiers qui seraient aussi intéressants en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Non, j'ai pas directement la réponse. Elle est quelque part dans notre base de données, mais je ne peux pas vous le dire comme ça. D'accord, bah, merci. Et je n'ai pas d'autres questions. Voilà. Ah si, il y a Vincent Lecluse, je vais lui donner la parole. Ah, Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. oui. Oui, alors parmi les mises en pratique que vous avez citées là, un peu partout en France, l'utilisation était faite plus pour créer des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur, pardon, ou dans d'autres situations pour, par exemple, faire de l'absorption par rapport à la pollution? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'on n'a pas les retours systématiquement de ce qui est fait. En fait, le système fonctionne de la manière suivante. On met à disposition sur Internet le résultat de notre travail, c'est-à-dire les fiches par espèce et l'outil d'aide à la conception, mais ensuite, c'est librement téléchargeable et utilisable. Donc, on n'a pas du tout un retour de tout ce qui se fait. On a quelquefois, on a essentiellement des collectivités, mais aussi parfois des entreprises ou des particuliers qui nous font des retours, mais c'est sûrement une petite partie des utilisations qui sont faites. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'en général, le principal service écosystémique qui est recherché, c'est vraiment la régulation climatique, l'îlot de fraîcheur. Et à tel point que même parfois, je dis aux gens, n'oubliez pas quand même que les arbres ont aussi d'autres services, c'est pas que ça. Donc, dans ces arbres, on peut paramétrer en fait les attentes par rapport à différents services écosystémiques. On a jusqu'à une dizaine qui peuvent être paramétrés, mais c'est vraiment très souvent le service de régulation climatique qui est visé. Et peut-être secondairement la question de la biodiversité. Merci. Ça rejoint les préoccupations finalement actuelles du public, hein, qui vont quand même vraiment vers la constitution d'îlots de fraîcheur. Donc dans ce cas-là, évidemment, il convient d'examiner si les espèces sont aptes, de par leur physiologie et leur morphologie, à réguler, à constituer, à participer à la constitution d'un îlot de fraîcheur, mais aussi, et c'est un autre aspect que j'ai pas vraiment développé en présentation, qu'elles sont capables de résister au climat actuel et au climat à venir.
puisqu'on a aussi une caractérisation de chaque espèce en fonction de ça, l'adaptation au climat local dans le contexte du changement climatique, qui tient compte donc de la difficulté du climat urbain, de la spécificité du climat urbain, et aussi de l'évolution du climat futur, et schématiquement, plus de sécheresse et plus de chaleur. Merci. J'ai une autre question. Alors, bonjour. Pourront-on très simplement utiliser l'outil web de MES pour des projets d'aménagement en lien avec l'amélioration de la qualité de l'air à Nancy? Alors oui, entre Metz et Nancy, je pense qu'il n'y a pas une très grosse différence. Euh, la différence, ça va être dans l'approche paysagère, mais elle n'est pas non plus forcément radicalement différente. Non, entre villes voisines, je pense que c'est tout à fait faisable. De la même manière qu'entre Paris et des villes voisines, on va pouvoir utiliser l'outil sans trop de distorsion. Évidemment, plus on s'éloigne, plus on risque d'avoir quelque chose qui ne correspond pas vraiment à l'effet escompté. Alors, par rapport à la qualité de l'air, hein, j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la relativisation de ce service, qui certes est réel, mais qui ne doit pas constituer un unique objectif en matière de qualité de l'air. C'est pas comme ça qu'on résout le problème de la qualité de l'air avant nous. Les arbres ont leur rôle à jouer. J'ai une autre question. Quelle durée pour noter une efficacité, notamment en matière d'îlots de chaleur? Alors, par rapport aux îlots de chaleur, ça dépend. C'est essentiellement une question de croissance du végétal. Il a atteint des dimensions suffisantes. Donc, c'est difficile de répondre à la question comme ça. Ce qu'on sait, ce qui a été mesuré, c'est que l'effet sur les îlots de chaleur, il est réel. Il peut être très important en termes de baisse de température avec les arbres. Mais le temps pour que l'effet soit déployé dépend vraiment des conditions de croissance de l'arbre, de l'espèce, d'un certain nombre de paramètres. C'est pas d'ailleurs en plantant les arbres les plus grands qu'on aura forcément le résultat le plus rapide, puisque on peut avoir des difficultés de reprise avec des individus très, très grands. C'est difficile de répondre à cette question, mais il est probable quand même qu'en moins de 5 ou 10 ans, on n'est pas, il faut au moins ça pour avoir un effet vraiment réel. Et l'effet de rafraîchissement important, il va être avec des arbres adultes, c'est certain. De toute façon, ce sont les végétaux qui ont ce sont souvent quand même les végétaux de grande dimension adulte qui vont jouer un effet de rafraîchissement important. C'est pas systématique, mais c'est une tendance. D'accord. Bah, écoutez, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas. Ah, si, j'ai une autre question. Alors, les modélisations intègrent-elles les notions d'essence plus ou moins allergisantes? Alors oui, j'ai pas présenté en détail pour pouvoir axer ma présentation sur la qualité de l'air, mais parmi les contraintes que l'utilisateur peut lister, peut paramétrer, il y a la notion d'espèces fortement allergisantes avec 3 niveaux de gradation, je crois, d'après les données du Réseau national de surveillance aérobiologique de manière systématique. Donc, l'utilisateur de l'applicatif, il a la possibilité de dire, je ne veux pas d'espèces allergisantes, ou bien je les tolère dans une certaine mesure, ou bien pas du tout. C'est vrai que ces critères d'exclusion dans l'approche, ils vont avoir petit à petit tendance à restreindre la base d'espèces sur laquelle on va ensuite faire tourner le reste de l'algorithme. Donc, il faut aussi les utiliser avec parcimonie, en ciblant bien les contraintes qu'on veut véritablement éviter dans notre projet. D'accord. Bah, écoutez, je pense que c'était la dernière question. J'espère que vous avez répondu à toutes les questions des participants. J'espère. Je pense que c'est bon. Bah, je vous remercie énormément de votre participation, Monsieur Chrétien. Merci à vous. Ah, finalement, j'ai une autre question. Ah non, on vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, on a dépassé un petit peu l'heure. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt.